Donc maintenant, je vais vous présenter oralement mes travaux de thèse qui portent sur l'étude de la facilité d'émission des cuivres et des instruments à hanches au moyen des diagrammes de bifurcation. Et je vais commencer premièrement par une introduction générale du sujet, donc premièrement le fonctionnement des instruments à vent. Ensuite, je vais vous présenter comment on caractérise la facilité d'émission des instruments à vent, ainsi qu'un modèle d'instrument à hanches. Alors, d'une manière générale, on considère les instruments à hanches ou les cuivres, le fonctionnement est assez similaire. Donc, par exemple, ici, dans le cas des instruments à hanches, on a premièrement le musicien, qui est lié en commun à tous les instruments, évidemment, qui va souffler dans son instrument. Donc, c'est pour ça que ici, il a aussi une pression dans la bouche que le musicien peut régler, choisir de souffler plus ou moins fort dans son instrument. Et donc, dans le cas des instruments à hanches, ici, donc le bec couplé à, donc ici par exemple la clarinette, va avoir pour effet donc, de déstabiliser l'anche ici, de la faire osciller. Donc ici, voilà l'oscillation de l'anche, on peut la filmer grâce à une caméra rapide ici. Et donc cette oscillation de l'anche dans l'instrument va produire un son rayonné, qui est le son qu'on entend. Alors, du point de vue des cuivres, le fonctionnement est un petit peu similaire, sauf que cette fois-ci, la pression de la bouche ne va pas mettre en vibration une hanche, mais directement les lèvres des musiciens, comme ceci. Et donc, couplé à l'instrument, on va pouvoir avoir également un son rayonné. Donc, la vibration des lèvres, on peut aussi la filmer en caméra ultra rapide, donc c'est des doses que ici je viens de faire. Et donc, on obtient un son rayonné si on couple cette vibration à l'instrument. Alors, si on essaye de comprendre comment fonctionne un instrument à vent, on peut le faire grâce à ce petit diagramme ici. Donc ici, si on représente en abscisse la pression dans la bouche du musicien et on ordonne le niveau sonore produit par l'instrument, et qu'on part donc d'une pression dans la bouche qui est nulle, initialement on ne saute pas dans l'instrument, et qu'on augmente progressivement sa pression dans la bouche, on saute de plus en plus fort dans l'instrument. En fait, au début, en partant de zéro, la pression dans la bouche, sur une certaine plage ici, la pression dans la bouche n'est pas suffisante pour mettre soit l'anche en vibration, soit les lèvres, dans le cas des cuivres. Et donc, du coup, l'instrument ne met pas de son. Donc, ici, au niveau sonore, on reste à zéro. Et c'est seulement à partir d'une certaine pression dans la bouche, qu'on appelle ici la pression de seuil, que l'instrument va émettre un son. Donc, ici, si on représente la fréquence d'oscillation, la fréquence de jeu de l'instrument, à partir de ce point-là, de cette pression de seuil, on va avoir émission d'un son. Et donc ici, plus on souffle fort dans l'instrument, plus le niveau sonore va augmenter. Je déplace en fait sur cette courbe ici. Et donc arrivé à ce point-là, par exemple, si on choisit d'effectuer un décrescendo, donc de diminuer la pression dans la bouche, donc si le musicien souffle de moins en moins fort, on va parcourir ici le même sens qu'à l'aller. L'instrument va s'arrêter de chanter à partir de la pression de seuil ici descendante. Donc voilà, la pression de seuil, ça va être un élément assez important dans tout ce qui va suivre. Là, ça se caractérise comme la pression de la bouche minimale nécessaire pour jouer une note. Donc, cette pression de seuil, on choisit de la relier à la facilité d'émission, qui est le sujet central ici de la thèse. Alors, c'est un choix. Il existe d'autres caractérisations de la facilité d'émission, mais voilà, on choisit ici de caractériser la facilité d'émission via la pression de seuil, puisque donc, en prenant une situation de référence pour laquelle donc, on a le diagramme que j'ai représenté juste avant ici, avec une pression de seuil donnée. Ça, on va dire que ça correspond à une pression de seuil assez faible qui correspond à une note facile d'émission. Si jamais la pression de seuil augmente, ça veut dire que le musicien, ici, devra fournir plus d'efforts, il devra souffler plus fort dans son instrument pour en obtenir une note. Et donc ça, on va considérer que ça correspond à une note qui est plus difficile d'émission. Et donc, ce à quoi on va s'attacher à caractériser dans tout ce qui suit, c'est quels sont les paramètres de l'instrument, les paramètres géométriques de l'instrument qui influent cette pression de seuil, et donc la facilité d'émission. Alors, on peut caractériser la pression de seuil expérimentale, on peut aussi la caractériser théoriquement. Et donc, pour ça, en fait, on peut choisir de modéliser l'instrument. Alors, ici, on va faire sur le cas d'instruments à hanches pour commencer. On peut choisir de modéliser l'instrument physiquement, c'est-à-dire à l'aide d'équations qui permettent de modéliser chaque élément du système musicien qui fait son instrument. Voilà, donc ici, on a un petit schéma de principe avec ici la bouche du musicien, à l'intérieur de laquelle il y a une pression dans la bouche PB qui est constante et que le musicien peut ajuster comme il lui semble.
Ici, on a le bec de l'instrument, et donc les variables du système, ici, ça va être H de T, donc c'est la hauteur entre l'anche et la table. Le débit, ici, le T qui s'écoule de la bouche du musicien dans l'instrument, ainsi que la pression acoustique dans le bec, ici. Donc, on peut s'attacher premièrement à modéliser le comportement de l'anche, premièrement, donc la vibration de l'anche. Alors ici, dans le modèle le plus simple de l'instrument à hanche, on choisit de caractériser l'anche uniquement par sa raideur, ici KR. C'est-à-dire que si on regarde la réponse en fréquence de l'anche, on va considérer que, en tout cas dans la plage de fréquence qui nous intéresse, l'anche ne possède pas de résonance. Et donc ici, on modélise en fait l'anche par un modèle de valve inward, au contraire des cuivres, qui sera un modèle de valve outward. Donc ça va changer ici le signe qu'il y a devant la différence de pression entre la pression dans le bec et la pression dans la bouche. Alors là, on a caractérisé donc, plus le musicien. On caractérise également le résonateur acoustique, donc qui va être caractérisé par son impédance d'entrée, Z de oméga ici, dans le domaine de Fourier. L'impédance d'entrée, le module de l'impédance d'entrée pour une clarinette est tracé juste ici. Et pour finir, comme le musicien est couplé à son instrument, on aura un terme de couplage ici, donc qui est en fait l'expression du débit qui s'écoule de la bouche du musicien dans l'instrument, et qui a un couplage non linéaire ici, puisque l'apparition d'une racine ici sur la pression acoustique dans le bec, donc c'est un couplage non linéaire. Alors ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que le modèle est très simple, il est composé de 3 équations, donc c'est un choix. On a choisi de modéliser ce système le plus simplement possible. Et donc, dans la suite, on va surtout s'intéresser évidemment aux solutions périodiques du système qui correspondent à des cas pratiques dans lesquels l'instrument émet un son, ce qui est évidemment plus intéressant musicalement. Alors, une fois qu'on a défini le modèle, on peut, à l'aide de certains logiciels, donc par exemple, moi j'ai utilisé Auto, c'est un logiciel de continuation qui permet en fait de tracer les diagrammes de bifurcation génériques que j'ai montré tout à l'heure, qui permet de les tracer théoriquement à l'aide des équations que j'ai définies juste avant. Donc là, c'est le diagramme de bifurcation d'une clarinette pour un doté de sol grave. Donc là, la lecture du diagramme se fait exactement de la même manière que tout à l'heure. En partant d'une pression de la bouche nulle, ici, on l'augmente progressivement. Au bout d'un moment, on a une bifurcation, l'instrument se met à jouer, et on se déplace sur cette courbe. Alors là, le diagramme est complet, puisque en fait, on a même la fin du diagramme par rapport à tout à l'heure où je n'avais pas représenté la fin. C'est-à-dire que là, plus on augmente la pression dans la bouche, plus au bout d'un moment, on va augmenter le niveau sonore, mais arriver à un certain endroit, donc ici, en fait, on va souffler tellement fort dans l'instrument que l'ange va se plaquer contre le bec, et donc ça va faire que l'instrument va s'arrêter de jouer, en fait, forcément. Donc ici, on a à nouveau une extinction, donc c'est le seuil d'extinction. Donc l'avantage des diagrammes de bifurcation, c'est qu'on a accès au régime jouable en pratique par le musicien, et même ceux qui ne sont pas jouables en pratique. Donc, en fait, le régime qui est ici, là, c'est ce qu'on appelle un régime instable, donc qui est bien défini mathématiquement, mais auquel le musicien n'aura pas accès expérimentalement. Voilà, et donc, en plus de ça, on peut représenter donc, non seulement ici la pression RMS qui est liée au niveau sonore, mais on peut aussi représenter la fréquence de jeu ici, en fonction toujours de la pression de la bouche du musicien. Et on voit que dans le cas de la clarinette, on peut considérer que la fréquence de jeu de l'instrument va correspondre ici à F1 qui est la première fréquence de résonance acoustique de l'instrument. Alors maintenant, si on s'intéresse à un résonateur un tout petit peu différent de la clarinette, qui est le saxophone, alors la principale différence qu'il y a avec la clarinette, c'est que pour l'impédance, on a également 2 pics prépondérants, comme pour la clarinette. La principale différence, c'est que donc, le second pic est à l'octave du second. Et donc ça va avoir pour effet donc, une coopération entre les 2 pics dans le régime de jeu qu'on va trouver à la fin. Et donc, dans le cas du saxophone, les diagrammes de bifurcation que j'ai montrés précédemment sont un petit peu différents. Donc, le diagramme de bifurcation typique générique représenté ici. Donc là, en fait, la différence, c'est qu'on va avoir un phénomène d'hystérèse, c'est-à-dire qu'en fait, en partant d'une pression de la bouche nulle du musicien, si on souffle de plus en plus fort dans l'instrument, ici on va déplacer sur la flèche verte, et à partir de cette pression de seuil, qu'on va appeler la pression de seuil montant, on bifurque directement vers un régime d'oscillation à un niveau sonore non nul. Et en revanche, si on effectue un décrescendo en partant d'un point ici de la courbe et qu'on descend, et bien en fait, on peut passer la pression de seuil montant, l'instrument continuera de jouer,
Et c'est seulement à partir de la pression de seuil descendant ici que l'instrument va s'arrêter de jouer. Voilà, et donc ici, on peut représenter également un régime ici qui est instable, auquel le musicien n'aura pas accès. Donc ici, la différence par rapport à la clarinette, pour laquelle on a une bifurcation de off dite directe. Ici, on a affaire à une bifurcation de off inverse. Et donc, la principale différence vis-à-vis de la facilité d'émission, c'est qu'on n'a pas une seule pression de seuil, mais on en a deux, la pression de seuil montant ici et la pression de seuil descendant. Et nous, on va choisir de caractériser la facilité d'émission à l'aide de la pression de seuil la plus basse de ces deux pressions. Donc, dans le cas, par exemple, je vais représenter ici, la facilité d'émission sera caractérisée par le seuil descendant ici. C'est une des premières parties de ma thèse, c'est de s'attacher à caractériser un système à deux pics du point de vue de la facilité d'émission. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors initialement, comment s'intéresser à la facilité d'émission, on est parti d'un constat expérimental qui s'appelle la prescription de Bode-Bénal, et qui est un constat expérimental qui un instrument constaté que plus les résonances de l'instrument sont harmoniques, c'est-à-dire plus les fréquences de résonance de l'instrument sont multiples les unes des autres, plus l'instrument sera facile à jouer. Donc ça, c'est un constat assez vieux, donc, qui a été énoncé par Henri Boisse en 1929. Et donc c'est un constat qui a été vérifié évidemment en pratique par les facteurs d'instruments et également par Gilbert et al. En 2020, par exemple. Alors sur un modèle d'instrument à deux pics, donc avec les équations que j'ai décrites juste avant. Ici, ils ont réussi à montrer donc, que la prescription était vérifiée, c'est-à-dire que les deux pics de l'instrument devaient être parfaitement harmoniques pour avoir la pression de seuil la plus basse possible. Voilà, donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est de quantifier l'évolution du seuil d'oscillation, de la pression de seuil d'oscillation, en fonction de deux paramètres qui vont caractériser le résonateur, donc l'instrument. Donc, premièrement, l'inharmonicité entre les deux pics du système. Donc, si l'harmonicité définie ici va être nulle quand les deux pics sont harmoniques. Et également, le rapport d'amplitude entre les deux pics, puisque comme on a une coopération entre les deux pics, évidemment, le rapport d'amplitude entre les deux va jouer dans le régime de jeu qu'on va obtenir à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a choisi de travailler avec le saxophone, qui est naturellement un instrument à deux pics prépondérants ici, et dont les deux pics sont quasiment harmoniques naturellement. Donc ici, il y a deux parties. Une première qui s'intéresse à caractériser les pressions de seuil expérimentales, c'est ce qu'on voulait faire. Et donc pour ça, on a eu recours à une bouche artificielle, représentée ici. Alors, une bouche artificielle, c'est cette boîte ici qui est représentée là. Donc, c'est une boîte dans laquelle on va venir insérer le bec du saxophone ici. Il y a une pièce d'adaptation ici en plastique qui a été réalisée spécialement pour le saxophone. Et donc, à l'intérieur de la boîte, on a ici donc, on a simplement fait une lèvre inférieure qui est bien appuyée sur l'ange du saxophone, et donc qui va modéliser la lèvre inférieure du musicien. Et donc, en tournant ici la molette, on peut appuyer plus ou moins fort sur l'ange de manière à tester plusieurs configurations de masques données. Donc l'avantage de la bouche artificielle, c'est que ça permet d'être mieux reproductible, au contraire du musicien qui ne sera pas forcément toujours dans le même état de forme d'un jour sur l'autre. Et donc grâce à cette bouche artificielle, on peut tracer, comme le but c'est de caractériser la pression de seuil en fonction des paramètres qui caractérisent le résonateur, il faut pouvoir faire varier donc, le premier paramètre que j'ai donné tout à l'heure, l'inharmonicité entre les deux pics du résonateur, et aussi le rapport d'amplitude entre les deux pics. Donc, il faut pouvoir modifier l'impédance d'entrée de l'instrument. Donc, pour ça, on a à notre disposition deux manipulations qu'on peut effectuer sur l'instrument. Premièrement, on peut modifier le doigté de l'instrument, donc simplement boucher plus ou moins de clés. Et on peut également rajouter donc, des portions de tubes ici, des portions de tubes de longueur variable ici, entre le bocal de l'instrument ici et le bec du saxophone, de manière à avoir une plus grande marge de manœuvre pour faire varier l'harmonicité et le rapport d'amplitude. Donc, en faisant ça, on peut, après une phase de traitement, donc, tracer des diagrammes de bifurcation expérimentaux, donc qui sont tracés de la même manière que les diagrammes de bifurcation génériques que j'ai présentés juste avant, c'est-à-dire qu'on va augmenter la pression de la bouche en partant de zéro, l'instrument va jouer. Donc ça va être représenté par la courbe ici en bleu, donc c'est la partie allée, la partie montante du diagramme de bifurcation. Ici, on va la pression de plaquage, et arrivé à cette pression-là, on descend la pression de la bouche
au fur et à mesure jusqu'à revenir à 0. Et ça va être représenté par la partie orange ici du diagramme. Donc ici, on a bien le phénomène d'hystérèse que je vous montrais précédemment sur les diagrammes de bifurcation, puisque la courbe allée, en termes de pression de seuil, est légèrement différente de la courbe retour. Alors ici, le problème, c'est que estimer des pressions de seuil juste à partir de cette courbe, c'est assez ardu, puisque en fait, la pression de seuil, donc en gros, les points qui correspondent aux extrémités ici de chaque branche, expérimentalement, ne sont pas définis, on ne peut pas les définir avec une précision infinie. Par exemple, pour le seuil descendant d'extinction, ici, qui nous intéresse pour caractériser la précipité d'émission, on pourra toujours l'approcher par valeur supérieure, mais on ne pourra jamais avoir la valeur exacte de cette pression de seuil, puisque donc, proche du seuil, les régimes transitoires qui permettent l'établissement du régime permanent s'établissent sur des temps qui tendent vers l'infini. Donc c'est pour ça qu'ici, on s'est dit que ça serait pertinent de faire intervenir les diagrammes de bifurcation théoriques, représentés en vert, dans lesquels on aura injecté donc, les paramètres d'Ange, par exemple, et les paramètres du résonateur qui correspondent à l'expérience qu'on vient de faire. Donc, si c'est le cas, le diagramme vert a été tracé pour les paramètres d'Ange, la raideur, et les paramètres du résonateur dans la même configuration que le diagramme expérimental tracé ici. Et le problème qu'on s'est heurté, c'est que le modèle ici, en l'état, semble trop peu dissipatif, puisqu'on voit que là, la pression RMS annoncée par le modèle est quasiment 2 fois plus grande que celle annoncée par le diagramme de bifurcation expérimentale, qui tient évidemment lieu de référence. Et donc ça vient en fait des pertes non linéaires qui sont dues aux trous latéraux de l'instrument. Et dans la formulation des équations de notre modèle, qui suppose par exemple l'impédance d'entrée linéaire, on ne peut pas en l'état donc inclure ces pertes non linéaires de manière satisfaisante. Donc finalement, en fait, le modèle ici ne peut pas nous aider pour déterminer les pressions de seuil inverses. Donc c'est pour ça qu'en l'absence du modèle, on a choisi de caractériser donc, le point de seuil descendant par régression. C'est-à-dire qu'on sait que le dernier point ici de la courbe ne représente pas tout à fait la pression de seuil, mais en fait, à partir des derniers points de la courbe, on estime la position du point S ici, donc qui est le point de seuil descendant qui nous intéresse pour caractériser la facilité d'émission, en faisant une régression qui a cette forme aussi, sous forme de racine. Et donc ici, le paramètre PS ici va correspondre à la pression de seuil descendant qui nous intéresse pour caractériser la facilité d'émission. Donc c'est comme ça que expérimentalement, on va caractériser la pression de seuil. Alors ici, c'était le diagramme de bifurcation qui était tracé pour un doté de 2 médiums, donc une seule configuration d'instrument. Mais donc, comme je l'ai dit, on cherche à tracer le diagramme de bifurcation pour plusieurs configurations d'instruments, plusieurs valeurs d'inharmonicité d'un rapport d'amplitude. Donc c'est ce qu'on a fait. Pour plusieurs configurations d'instruments, on peut tracer à chaque fois un diagramme de bifurcation expérimentale. Donc, tous ces diagrammes ont été superposés ici. À chaque diagramme correspond ici à un point de seuil descendant qui va caractériser la facilité d'émission dans chacune des configurations du résonateur. Et donc les configurations qui ont été testées, ici dans le plan inharmonicité et rapport d'amplitude, sont tous les points qui sont représentés ici. Alors on voit que même si on s'est efforcé de faire un maillage assez régulier en inharmonicité, en rapport d'amplitude, on voit qu'il y a quand même des grosses zones qu'on n'a pas réussi ici à approcher. Mais donc pour les points qu'on a, en fait, ici, donc, la taille des carrés ici représente en gros les résultats qui sont ici, à savoir que la taille des carrés ici va croître en même temps que la pression de seuil. Donc le point rouge ici correspond à la note la plus difficile d'émission, et le point bleu ici à la note la plus facile d'émission. Alors ici, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'a priori, on ne peut pas déduire de tendance générale par rapport à l'influence de l'inharmonicité du rapport d'amplitude sur la pression de seuil. Et aussi, un autre point qui est le plus intriguant, c'est que ici, le doigté, les configurations du résonateur qui respectivement minimisent et maximisent la pression de seuil sont deux points qui sont en fait très proches en inharmonicité et en rapport d'amplitude. Donc là, on voit qu'entre ces deux points-là, l'inharmonicité est quasiment la même. Et le rapport d'amplitude varie très peu entre ces deux points, et pourtant, voilà, c'est deux points qui sont aux antipodes en termes de facilité d'émission. Et donc, en fait, ça vient du fait que le point rouge ici, qui est le plus dur d'émission, correspond à un doigté de dos, et c'est un doigté de fourche, c'est-à-dire que c'est un doigté pour lequel il existe un trou fermé en aval du premier trou ouvert, pour ce doigté-là.
C'est le seul doigté dans toutes les configurations testées qui a un doigté de fourche, et on sait que les doigtés de fourche ont tendance à occasionner de plus grandes pertes non linéaires, et donc c'est pour ça que la pression de seuil qui en résulte est forcément plus élevée et la note plus difficile à jouer. Et en fait, ça nous prouve que la pression de seuil, finalement, elle est davantage influencée par les pertes non linéaires de l'instrument que par les paramètres dont on voulait étudier l'influence, à savoir l'harmonicité par rapport d'amplitude. Ici, en perspective, pour essayer d'améliorer l'étude de la facilité d'émission dans quel instrument à hanche, il y a plusieurs options. Donc, soit on s'attache, on change le résonateur, donc on travaille plus avec le saxophone puisque ça occasionne de trop grandes pertes non linéaires. Donc là, on peut plutôt utiliser un résonateur, choisir un résonateur de manière à ce qu'il occasionne moins de pertes non linéaires, et ainsi on pourra par le coup utiliser le modèle d'instrument hanche que j'ai présenté juste avant. Ou alors, on choisit de travailler toujours avec le saxophone, mais dans ce cas-là, on reformule les équations de modèle de manière à inclure les pertes non linéaires du latéraux dans le modèle. Alors voilà, donc pour les instruments à hanche, on a vu que la caractérisation de la facilité d'émission et des paramètres du résonateur sur la pression de seuil n'ont pas été très concluantes. Mais comme on va le voir juste après, si on s'intéresse cette fois-ci aux instruments cuivre, on va voir que le modèle est beaucoup plus performant ici pour décrire la facilité d'émission d'instruments. Donc ici, je vais commencer par vous présenter le modèle du cuivre, très similaire au modèle d'hanche, et ensuite je vais vous parler des notes naturelles des instruments cuivre sur l'exemple du trombone et du tuba. Alors, pour le fonctionnement des instruments de la famille des cuivres, c'est assez similaire aux instruments à hanche, sauf ici, le son, le jeu qui va résulter, c'est résulte en fait du couplage de la fréquence de résonance des lèvres, donc la fréquence celle-ci, à une des fréquences de résonance acoustique de l'instrument. La différence par rapport au clarinette, c'est que dans l'impédance d'entrée d'un trombone, on n'a pas 2, 3 ou 4 pics, mais on en a plutôt une quinzaine, donc ça c'est une caractéristique qui est commune à tous les instruments cuivre. Et donc en fait, chaque fréquence de jeu, chaque note que je vais pouvoir jouer, va approximativement correspondre à une des fréquences de résonance de l'instrument. Donc en disant ça, ça veut dire que, étant donné que l'instrument a beaucoup de résonance dans son impédance d'entrée, ça veut dire que sans toucher ici spécialement au résonateur, c'est-à-dire sans bouger la coulisse ni activer ici les barilets, je vais pouvoir jouer à vide plusieurs notes qui vont être qualifiées de notes naturelles de l'instrument, et dont les fréquences de jeu vont approximativement correspondre aux fréquences de résonance du résonateur. Donc là, par exemple, on va commencer sur si bémol aigu, et chaque note naturelle va se caler sur une fréquence de résonance. Donc là, voilà, donc ici, on a vu que toutes les fréquences de jeu étaient correspondent à peu près à une fréquence de résonance, sauf la première note naturelle ici du trombone, qui, j'ai représenté ici, j'ai fait exprès, la fréquence de jeu n'est pas du tout calée sur le premier pic. Donc ça, c'est un problème qu'on va voir un petit peu dans la suite, sur lequel on va se concentrer dans la suite. Et donc ce qui est important de noter ici par rapport à la clarinette, c'est qu'on a toujours un paramètre de contrôle, c'est-à-dire un paramètre qui est ajustable par le musicien, qui est la pression dans la bouche. Mais on a également la fréquence de résonance des lèvres, qui peut être ajustée par le musicien comme bon lui semble. Au contraire, vous avez l'instrument hanche dans lequel l'ange est caractérisé uniquement par sa résonance. C'est pour ça que les équations qui vont servir pour modéliser le système vont cette fois-ci un petit peu changer. Donc les variables sont exactement les mêmes qu'avant. La différence ici, donc H de T va plus être la hauteur entre l'anche et le bec, mais la hauteur entre les lèvres du musicien en fait. Donc ici, de la même manière, on caractérise premièrement l'excitateur mécanique, c'est-à-dire la vibration des lèvres. On choisit aussi, là, par souci de simplicité, de l'utiliser par un oscillateur harmonique à 1 degré de liberté, ce qui est présenté ici. Avec cette fois-ci un plus devant la différence de pression entre la pression dans la bouche et la pression acoustique dans la bouchure, puisque cette fois-ci c'est un modèle de valve à mouchoir, c'est-à-dire que les lèvres vont tendance à s'ouvrir vers l'extérieur, au contraire de l'anche qui est utilisé par un système de valve vers l'intérieur. Ensuite vient évidemment le résonateur, toujours caractérisé par son impédance d'entrée. La différence ici, l'instrument va comporter une quinzaine de pics. Et pour finir, on a toujours le couplage linéaire qui va coupler le musicien à son instrument. Et donc ici, il est important de noter toujours qu'on a une boucle de rétroaction de l'instrument sur le musicien,
C'est pour ça que si à vide, je peux jouer toutes les fréquences de lèvres que je veux, l'instrument, comme on l'a vu précédemment, une fois que je le couple à mes lèvres, va m'imposer seulement une série de notes naturelles discrètes. Donc voilà, ici les paramètres de contrôle apparaissent ici en bas, et donc ce sont cette fois-ci la pression dans la bouche et la fréquence de lèvres. Dans la famille des cuivres, on va distinguer principalement deux grandes familles, qui sont les instruments percylindriques et les instruments persconiques. Donc les instruments percylindriques, donc comme le trombone ici, on considère en fait que ça se traduit en fait par le fait que le diamètre de l'instrument, quelle que soit la distance à laquelle nous sommes l'embouchure, va rester le même à peu près sur tout l'instrument, à part évidemment la région du papillon, où évidemment le diamètre de l'instrument va augmenter. Mais en moyenne, le diamètre reste le même, au contraire d'un instrument persconique comme le tuba, pour lesquels la perce va s'évaser progressivement entre le début, l'entrée de l'instrument, et le pavillon. Donc ça va occasionner plusieurs différences dans le comportement de l'instrument, tant en pratique que théoriquement. Et donc, premièrement, on peut voir l'impact de cette perce sur l'impédance d'entrée des résonateurs. Donc là, en rouge et en bleu, on a l'impédance respectivement, le module d'impédance d'entrée respectivement d'un trombone et d'un tuba. Alors on voit que par exemple pour le tuba et le trombone, à partir du second pic, les impédances d'entrée sont assez similaires. Il y a seulement pour le premier pic que le tuba par exemple a une première fréquence de résonance qui est relativement harmonique par rapport à sa deuxième fréquence de résonance, alors que le premier pic du trombone, lui, est fortement inharmonique. Il est beaucoup trop bas par rapport à la moitié de la fréquence, la deuxième fréquence de résonance lésée par deux. Donc là, on voit qu'ici, simplement regarder les impédances d'entrée, ça ne suffit pas pour caractériser la justesse de l'instrument. Donc c'est pour ça qu'on va devoir réaliser des analyses plus poussées sur ces systèmes pour caractériser leur justesse et leur facilité d'émission. Donc une première analyse qu'on peut faire du système dont j'ai montré les équations plus tôt, c'est une analyse de stabilité linéaire, c'est-à-dire on va regarder quand est-ce que les solutions d'équilibre qui correspondent à pour l'instrument, je souffle dedans, mais il n'y a pas de son qui est émis. Donc, solution d'équilibre, c'est juste ça. On va essayer de voir quand est-ce que les solutions d'équilibre se déstabilisent. Donc là, pour plein de valeurs de fréquence de lèvres, on va faire comme on a tracé les diagrammes de bifurcation précédemment, c'est-à-dire on va partir d'une pression à la bouche nulle et on va l'augmenter progressivement jusqu'à ce que les solutions d'équilibre ne soient plus stables et donnent naissance à des régimes périodiques. Donc, ceci. Là, en augmentant progressivement la pression de la bouche, j'ai réussi à mettre en vibration mes lèvres. Donc, c'est ce qui est représenté ici. La pression de seuil est ici représentée en fonction de la fréquence de lèvres. Et à cette pression de seuil, on peut également avoir accès à la fréquence de seuil, c'est-à-dire la fréquence qu'aurait la solution d'équilibre déstabilisée. Une fois déstabilisée, on part du principe que c'est un régime périodique, évidemment, qui émerge de la déstabilisation. Donc là, en théorie, pour chaque fréquence de lèvre, on peut jouer une note, mais si on se rappelle la définition de la facilité d'émission qu'on s'est donnée par rapport à la pression de seuil, on voit qu'ici, avec cette courbe constituée de plusieurs cuvettes adjacentes, on voit que seulement en fait certaines notes, pour certaines valeurs de fréquence de lèvre données, seront les plus faciles à jouer. C'est évidemment celles qui sont représentées par le minimum de chaque cuvette, puisque ça représente les pressions de seuil les plus basses ici du système. Et donc ici, chacun de ces ronds qui correspondent au minimum des cuvettes est reporté ici sur les fréquences de seuil. Et donc si on analyse du coup plus précisément ici les fréquences de seuil, en particulier les intervalles entre chacune, on constate que les notes qu'on décrit ici sont les notes naturelles du trombone que j'ai joué tout à l'heure. Donc c'est un premier succès. Donc ici, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, je ne sais pas si j'en ai parlé, ici la note en rouge, je l'ai mis en rouge, elle apparaîtra en rouge souvent à la suite, c'est la note pédale de l'instrument, c'est simplement la note naturelle la plus grave que l'instrument peut jouer. Et un truc qu'on peut remarquer, c'est que la série de notes naturelles ici, qu'on parle d'un trombone, d'un tuba ou d'une trompette ou de n'importe quel cuivre, la série de notes naturelles sera toujours la même. Donc ici, par exemple, sur l'exemple de la note pédale, la fréquence de la note pédale, ça va être la fréquence de jeu du régime 2 divisé par 2. Donc ici, juste un petit point sur la fréquence de seuil. Ici, donc, ce qu'on remarque, c'est que ici, les fréquences de seuil optimales, les petits ronds ici sont à peu près sur chacune des fréquences de résonance de l'instrument ici, donc, du moins pour les premiers régimes, pardon, à l'exception du premier régime.
Elle joue toujours un petit peu au-dessus, mais donc ça, c'est une caractéristique du modèle de valve qu'on a pris pour modéliser l'élève qui donne ça. Et donc, à l'exception de la note pédale qui, on le voit, donc, joue bien au-dessus de sa fréquence de résonance ici. Ouais, donc ici, on voit que grâce à ces analyses de stabilité linéaire, toutes les notes naturelles du trombone sont décrites. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été montré par Velu en 2017. Alors maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe, mais cette fois-ci loin de l'équilibre, on peut avoir recours également au diagramme de bifurcation de la même manière que pour les instruments à manche. Donc par exemple, sur l'exemple du troisième régime, donc là ici, je fais tracer le diagramme de bifurcation pour 3 valeurs de fréquence de lèvres différentes dans la plage de fréquence de lèvres du troisième régime. Et donc on voit qu'on a une certaine diversité de comportement du point de vue diagramme de bifurcation. Donc par exemple, pour cette fréquence de lèvres là ici en vert, on a une courbe de bifurcation de Hopf directe, comme pour la clarinette, alors que pour les autres valeurs de fréquence de lèvres, on a des bifurcations inverses, comme pour le cas du saxophone. Donc ici, les pressions de seuil sont repérées à chaque fois par ligne pointillée verticale. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que, ici en bonne approximation, on peut considérer que la fréquence de jeu, ici de chaque courbe, est au plus distincte de moitié de demi-ton de la troisième fréquence de résonance de l'instrument. C'est pour ça qu'on peut considérer en bonne approximation que la fréquence de jeu, dans le cas du régime 3, par exemple, ici, est à peu près la troisième fréquence de résonance de l'instrument. Alors on peut effectuer la même analyse sur le premier régime, et donc là on a des informations un petit peu plus intéressantes. À savoir que pour le premier régime, pour une fréquence de lèvres dans cette plage de fréquence-là, on a un diagramme de bifurcation qui est une bifurcation inverse. Et en fait, là, on remarque deux choses. Donc, premièrement, que la fréquence de jeu de la note pédale, au contraire du régime 3, par exemple, est vraiment très éloignée de la première fréquence de résonance de l'instrument. Donc, c'est un comportement bien, l'instrument va jouer sur une note qui n'est pas une fréquence de résonance de l'instrument. Et un autre point important ici, c'est que la note au seuil linéaire, donc le point qui est ici, en fait, c'est la seule information que va nous donner l'analyse de stabilité linéaire. Et on constate en traçant le diagramme de bifurcation ici qu'en fait, la note qui est ici n'est pas jouable. En fait, on a un tout petit régime stable ici, mais qui existe pour une valeur de pression, une plage de pression de seuil, une plage de pression à la bouche, pardon, tellement faible que l'instrument n'y aura jamais, le musicien n'y aura jamais accès. Le régime de jeu auquel le musicien aura accès en pratique, c'est la courbe qui est ici, le régime stable ici. Donc, c'est une première information intéressante apportée par le diagramme de bifurcation, savoir que par rapport à la stabilité linéaire, en fait, on peut décrire le régime de jeu accessible au musicien de manière plus précise. Donc, les diagrammes que j'ai tracés ici étaient valables donc je les ai tracés pour des fréquences de lèvres données, mais on peut systématiser le processus et tracer donc estimer les pressions de seuil grâce au diagramme de bifurcation pour plein de valeurs de fréquences de lèvres. Donc, ce qui est représenté ici, donc là, par exemple, on va partir d'une fréquence de lèvres ici pour le premier régime, à peu près ici, et on va tracer substitutivement plein de diagrammes de bifurcation en augmentant la fréquence de lèvres. Ce qui est représenté sur ce film ici. Donc là, on voit qu'au début, la bifurcation est directe, c'est-à-dire que le seuil correspond à celui de l'analyse de stabilité linéaire. Et là, voilà, la bifurcation devient inverse, ce qui fait que la pression de seuil estimée grâce au diagramme de bifurcation et analyse de stabilité linéaire sont un peu différentes. Voilà, et donc on décrit ici la pression de seuil descendant par rapport à ce que j'ai montré précédemment. Et donc on obtient ici une première cuvette un petit peu différente de l'analyse de stabilité linéaire. On peut faire exactement la même démarche pour les régimes qui suivent. Donc là, par exemple, le régime 2. Ici, on attaque directement avec une bifurcation inverse. C'est pour ça que les cuvettes ne correspondent pas tout à fait. Pour finir sur une bifurcation directe, donc c'est pour ça ici que les cuvettes se superposent parfaitement entre l'analyse de stabilité linéaire et l'information du diagramme de bifurcation, puisque les seuils sont quantiques. Et également, pour le régime 3, on peut faire la même méthode, sachant qu'au-delà du régime 3, toutes les bifurcations de Hopf qu'on va trouver sont directes, donc ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'utiliser le diagramme de bifurcation ici pour caractériser les pressions de seuil. Donc on peut représenter tous ces résultats sur les résultats d'analyse de stabilité linéaire, donc c'est toutes les cuvettes oranges qui sont placées ici. Et donc, si on observe les fréquences de seuil, comment elles sont modifiées, alors pour les régimes 2 et 3, ça va très peu changer les résultats qu'on trouvait déjà avec l'analyse de stabilité linéaire. Par contre, l'apport ici des diagrammes de bifurcation va être que la fréquence de jeu de la note pédale
qui est représentée ici par le rond orange, est légèrement plus basse que celle annoncée par l'analyse de stabilité linéaire, et cette fois va vraiment correspondre à la fréquence du si bémol 0 de la gamme tempérée. Donc c'est un premier résultat intéressant qu'on a trouvé donc, grâce au diagramme de bifurcation. Voilà pour le trombone. Alors maintenant, si on s'intéresse plus précisément à un autre représentant de la famille des cuivres qui est le tuba, cette fois-ci, donc il y a un instrument inverse conique, on voit qu'en traçant l'analyse de stabilité linéaire, on obtient une courbe assez similaire à celle du trombone, relativement similaire. En revanche, quand on étudie les fréquences de seuil ici, on constate que les notes qu'on décrit, c'est la plupart des notes naturelles du tuba, qui sont exactement les mêmes que celles du trombone, à l'exception de la première note. Ici, la première cuvette qui est tracée correspond non pas à la note pédale de l'instrument, mais à une autre note, puisqu'en fait, là, la fréquence de jeu de cette note-là n'est pas tout à fait la fréquence du régime 2 divisé par 2, comme on peut attendre pour la note pédale de l'instrument, qui est la même que pour le trombone. Alors ici, en fait, avec le modèle, la note pédale de l'instrument n'est pas décrite. À la place, l'analyse de stabilité nous annonce une autre note qui est qualifiée de note fantôme, et qui a été mise en évidence en fait grâce à l'analyse de stabilité linéaire, ici toujours par Volume en 2017, et dont l'existence a été confirmée expérimentalement a posteriori, auprès de musiciens, auprès de tubistes. Donc voilà. Alors la note fantôme, j'y reviendrai un petit peu après dans la dernière partie. Pour l'instant, on va s'attacher à essayer d'étudier la note pédale du tuba qui, pour l'instant, n'apparaît pas ici dans les régimes avec l'analyse de stabilité linéaire. Donc là, pareil, on va essayer d'utiliser les diagrammes de bifurcation en tant qu'analyse un petit peu plus poussée que l'analyse de stabilité linéaire pour essayer de voir ce qui se passe loin de l'équilibre. Donc si on trace un premier diagramme de bifurcation en partant pour une fréquence de lèvres dans la plage de fréquence de lèvres de la première cuvette de l'analyse de stabilité linéaire, on obtient un diagramme de bifurcation qui est une bifurcation de direct. Et si on étudie la forme d'onde en un point du diagramme de bifurcation ici, on voit qu'on a une sinusoïde assez pure qui a un contenu spectral assez pauvre. Et donc ça correspond à la note fantôme. Donc ça, c'est une note voilà, dont on a confirmé l'existence en pratique. Et au même titre que la note pédale du trombone, ce qui est assez singulier, c'est qu'on remarque que la note fantôme, sa fréquence d'oscillation ne va pas correspondre au premier pic de résonance de l'instrument. Donc c'est un petit peu la même problématique que pour la note pédale du trombone. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a toujours pas de trace de la note pédale du tuba. Alors en fait, il se trouve que pour des valeurs ici de fréquence, pour des valeurs de facteurs de qualité des lèvres qu'on a mis dans notre modèle, qui sont habituellement les fixes à 7, parce que c'est une des rares valeurs de facteurs de qualité des lèvres qu'on a dans la littérature, donc c'est assez difficile à mesurer expérimentalement. Si on augmente ce facteur de qualité des lèvres de 7 à 8, on constate que l'allure du diagramme de bifurcation change singulièrement pour faire apparaître donc la courbe qui est ici, qui est composée de deux régimes stables, dont le premier, de sa fréquence d'oscillation, correspond à la note fantôme, donc là, rien de nouveau par rapport à avant, mais le second régime stable, représenté ici, a une fréquence de jeu beaucoup plus basse, qui est beaucoup plus proche du si bémol 0, c'est-à-dire à la note pédale de l'instrument. Et donc en fait, si on essaye de se ramener à la valeur de facteur de qualité des lèvres de 8 à 7, le diagramme de bifurcation va se modifier. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc si on diminue QL, on voit qu'en fait, on a en fait ici une branche qui est isolée initialement, qui va se reconnecter à la branche initiale. Donc on va passer de cette isolation-là à celle-ci, qui est donc le graphe que je vous ai tracé juste avant. Et le problème, c'est qu'avec la méthode de continuation, on trace en général des branches de solution partant de l'équilibre. Donc cette branche-là, on ne peut pas la voir. Donc en fait, pour avoir accès à cette branche de solution pour le facteur de qualité de 7, il faut partir d'un facteur de qualité pour laquelle la courbe ici est connectée à la branche issue de l'équilibre, et le continuer en fonction du QL pour obtenir cette branche à QL égale 7. Donc en faisant ça, on peut représenter la branche de la note pédale à QL égale 7. Et si on regarde ici la formule d'onde de cette seconde branche, on constate bien que c'est la note pédale qu'on a à faire, puisque donc la formule d'onde est très caractéristique de la note pédale, et ça se traduit par un contenu fréquentiel beaucoup plus riche, ce qui correspond à une note plus timbrée, et on le sait, donc la note pédale du trombone et du tuba est beaucoup plus timbrée. Voilà, donc grâce au modèle, on a ici montré, grâce au diagramme de bifurcation, que la note pédale
était accessible même sur les tubas, ce n'était pas une faiblesse du modèle, mais juste qu'avec analyse de stabilité linéaire qui caractérise uniquement ce qui se passe proche de l'équilibre, on ne pouvait évidemment pas avoir accès à l'information de la branche de solution ici qui caractérise la note pédale. Pour ça, il a fallu du coup utiliser le diagramme de bifurcation. Alors, dans une dernière partie, je vais revenir sur la note fantôme des tubas, dont j'ai parlé un petit peu avant. Puisque vous allez voir, en fait, c'est une note naturelle de l'instrument qui est assez singulière par rapport à tous ses collègues. Alors, elle est particulière en ceci que, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, les notes naturelles, quel que soit l'instrument cuivre qu'on considère, sont censées être les mêmes. On parle d'un tuba ou d'un trombone, d'une trompette, les notes naturelles sont les mêmes. Alors, en fait, à l'exception de cette fameuse note fantôme, puisque ici, suivant le type d'instrument qu'on considère, donc le type de tuba qu'on va considérer, la note fantôme va se situer à une hauteur différente par rapport à la note pédale. Donc, par exemple, suivant l'instrument que je vais considérer ici, la note fantôme va être située soit une seconde, soit une quarte au-dessus de la note pédale, puisqu'on fait une note singulière, puisque tous les autres intervalles entre notes naturelles est toujours fixe. Donc c'est pour ça que oui, donc la note fantôme, c'est bien une note qui est peu connue des musiciens, c'est pour ça qu'en fait elle a été mise en évidence en premier lieu grâce au modèle. Et du coup, ce qu'on s'est attaché à montrer, à essayer de démontrer, c'est que, enfin, la question qu'on s'est posée plutôt, c'est est-ce que le modèle numérique, sachant qu'il était capable de mettre en évidence la note fantôme, est-ce qu'il allait être capable de créer en plus cette diversité de notes fantômes suivant le type de tuba. Donc voilà, ici on a mené une étude plus exhaustive, donc sur les 7 tubas qui sont représentés ici, de manière à voir si le système était capable de décrire ces notes fantômes de manière satisfaisante. Alors pour se donner une référence, on a premièrement essayer d'obtenir les hauteurs de la note fantôme pour chacun des tubas expérimentalement. Donc pour ça, on a fait appel à 2 tubistes professionnels. Donc on en voit un premier ici sur le schéma. Donc on a enregistré à l'aide d'un enregistreur Zoom ici. Et on a demandé, on leur a demandé de jouer un exercice qui comportait toutes les notes qui nous intéressaient, c'est-à-dire la note pédale, la note fantôme en particulier, le régime 2. Et on leur a demandé de jouer plusieurs occurrences de manière à avoir plusieurs exemplaires de la note fantôme et de manière à pouvoir faire des statistiques. Voilà, donc là, l'instrument, on pourra écouter l'exercice joué, sachant que la deuxième note que vous allez entendre correspond à la note fantôme de l'instrument. Voilà, donc ça, c'est l'allure de l'exercice. Et donc, on leur a donné pour consigne, qui est une consigne un petit peu contre-intuitive pour un musicien, de jouer non pas la note la plus juste, comme c'est un petit peu le réflexe des musiciens en général, mais la note simplement la plus facile, où ils sentaient qu'ils avaient moins d'efforts à fournir pour jouer la note, par rapport à la définition de la facilité d'émission qu'on s'est donnée dans tout notre travail. Et donc, la fréquence de jeu de chacune des notes a été estimée à partir des enregistrements à l'aide de LIN, qui est un logiciel d'estimateur de fréquence fondamentale de signaux périodiques. Alors, si on compare uniquement les résultats expérimentés, déjà pour commencer, ici on présente l'intervalle entre la note fantôme et le régime 2, et on constate déjà qu'entre les 2 tubistes, on a déjà un bon accord. C'est-à-dire qu'ils sont assez d'accord pour dire que la hauteur de la note fantôme suivant le type de tuba est ici, ici, ici. Et donc souvent on remarque bien ici, c'est que suivant le type de tuba qu'on considère, on voit bien que la hauteur de la note fantôme varie beaucoup en fait suivant le type de tuba. Voilà, ça va de moins 8 mitons à moins 6 mitons par rapport au régime 2, ce qui est quand même un intervalle qu'on peut évidemment entendre tout à fait à l'oreille. Et si on superpose là-dessus donc les intervalles calculés, mais cette fois-ci théoriquement, c'est-à-dire à l'aide d'une analyse de stabilité linéaire d'une part et par la méthode de continuation d'autre part, on voit que l'allure de la courbe correspond assez bien, est assez cohérente avec les résultats expérimentaux donnés par les tubistes. Alors là, ça marche assez bien pour les 6 tubas qui sont représentés ici, mais comme j'avais dit au début, on a testé non pas 6 mais 7 tubas, et si on représente les résultats pour le 7e, on voit qu'on a un petit problème. Savoir que, juste pour la note fantôme du saxophone baryton ici, on a une petite incohérence entre les 2 tubistes, même si le modèle est souvent d'accord avec l'un des deux. Ici, on a une grosse incohérence entre les 2 tubistes. Donc ça, en fait, on peut l'expliquer de 2 manières. Donc, une première manière, un petit peu avec les mains, en considérant en fait la perce de chaque instrument, puisqu'en fait, pour le saxophone baryton, qui est un instrument un petit peu problématique sur lequel on a ce problème, a une perce qui est
à mi-chemin en fait entre une perce de trombone, une perce cylindrique, donc un instrument qui ne possède pas de note fantôme, et une perce de phonème, une perce de tuba par excellence, qui possède une note fantôme. Donc c'est pour ça que ça donne une première explication sur pourquoi la note fantôme semble moins bien définie sur le saxophone baryton que sur le phonème, par exemple. Et on a aussi, on peut faire une étude plus poussée, donc, et là également, toujours grâce au diagramme de bifurcation. Donc, de la même manière que pour le trombone, on a tracé les pressions de seuil descendants pour chaque cuvette d'analyse de stabilité linéaire qu'on a faite. On peut faire pareil ici, donc il y a les exemples baryton. Ce qu'on constate, c'est que les pressions de seuil estimées grâce au diagramme de bifurcation, dans le cas du premier régime, est représentée ici. Et elle est composée non pas d'une seule cuvette, mais de deux cuvettes, dont chaque minimum va correspondre l'un à la note fantôme et l'autre à la note pédale, si on regarde la fréquence de seuil associée. Et donc, comme les cuvettes sont jumelles et avec une barrière de potentiel assez faible entre les deux, on comprend ici que, partant de la note pédale, on peut très facilement arriver à la note fantôme de manière continue en modifiant légèrement sa fréquence de lait, et ce qui serait à l'origine du fait que la note fantôme est beaucoup moins bien définie sur ces instruments que sur les autres tubes. Voilà, en conclusion de ces travaux, du point de vue des cuves, on a vu que le modèle d'instrument qu'on utilisait était simple, composé seulement de 3 équations, mais robuste. Donc, ça a permis par exemple de décrire absolument l'intégralité des notes naturelles des cuivres, perce cylindrique et conique compris. Que la méthode de continuation nous permettait de caractériser le système plus précisément du point de vue de ses régimes permanents et loin de son équilibre, au contraire de l'analyse de stabilité linéaire qui avait été faite jusqu'à maintenant. Concernant le système à deux pics, donc le saxophone, on a vu que le modèle qu'on utilisait d'instrument à hanche était cette fois-ci insuffisant, mais là on ne cherchait pas à estimer des fréquences de seuil, mais plutôt les pressions de seuil absolues. Et si on essaie de caractériser ceci, le modèle est insuffisant pour l'instant. Et qu'en fait, les pertes non linéaires occasionnées par les trous à l'intérieur de l'instrument avaient plus d'influence sur la pression de seuil que les paramètres qu'on avait choisis, qui étaient l'énergicité, le rapport d'amplitude des pics. Donc pour les perspectives, en ce qui concerne le modèle de cuivre, un raffinement du modèle est évidemment toujours possible, étant donné que là, on avait travaillé sur un modèle qui était le plus simple possible. Donc ça inclut par exemple la considération d'une deuxième fréquence de résonance des lèvres. Entendement, on sait que les lèvres n'ont pas une seule fréquence de résonance, mais deux. Également une force de contact entre les lèvres. Une fois que les lèvres se referment, c'est intéressant de considérer dans le modèle du coup, une force de contact entre les deux lèvres. Et aussi, un gros point qui est assez problématique, c'est l'estimation des paramètres de lèvres, puisque autant dans les instruments à hanche, on peut estimer la raideur, par exemple, de l'anche expérimentalement assez simple. En revanche, pour les lèvres, que ce soit sur bouche artificielle ou sur un musicien, c'est très compliqué. Ça serait une grande tête pour modéliser le système. Et concernant le système à deux pics, donc, comme je l'ai dit précédemment, évidemment, remplacer le saxophone par un autre résonateur qui, occasionnellement, de pertes non linéaires, permettrait là aussi d'utiliser le modèle pour estimer une pression de seuil. Et reformuler le modèle, donc, en partant de façon qu'on garde le résonateur, le saxophone, il faut reformuler le modèle en fait, pour inclure les pertes non linéaires au niveau des trous latéraux de l'instrument. Et également, pour finir, l'inclusion du débit d'anche, c'est-à-dire quand l'anche oscille dans la clarinette, elle va induire un débit qui est périodique dans l'instrument, en plus du débit provoqué par le musicien. Ce serait sans doute intéressant pour modéliser mieux ça, en partie la fréquence de jeu de l'instrument. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien.